Retour ce soir sur ce qui a fait la une tout au long de cette semaine, le vol spectaculaire de 8 bijoux de la couronne de France au Louvre le week-end dernier par un groupe de 4 cambrioleurs toujours en fuite. Onde de choc ici en France, mais également à l'international, le Louvre étant le musée le plus visité au monde. Un vol estimé à 88 millions d'euros, mais au-delà de la valeur marchande, c'est un pan de l'histoire de France qu'on risque de ne plus jamais retrouver. L'enquête est en cours, la direction du musée comme la ministre de la Culture reconnaissent une faiblesse dans le système de surveillance vidéo extérieure au musée, mais nie toute défaillance à l'intérieur de la galerie d'Apollon qui abritait ces joyaux. La démission de Laurence Descartes, auditionnée cette semaine devant le Sénat, a d'ailleurs été refusée par la ministre de la Culture Rachida Dati. Quoi qu'il en soit, le débat fait rage depuis sur les investissements dans la culture, la sécurisation des musées et du patrimoine en France, d'autant que les cambriolages se multiplient sur le territoire. On en parle ce soir avec l'historien Éric Anseau. Bonsoir, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, spécialiste de l'histoire du 19e siècle et notamment du Second Empire, auteur de nombreux ouvrages, et vous avez dirigé un ouvrage qui vient de paraître, Une nouvelle histoire de France aux éditions Passé Composé, qui réunit les travaux de 100 historiennes et historiens. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir, Éric Anseau, sur France 24. Alors, on vous a vu dans plusieurs médias, personnellement très ému cette semaine. Évidemment, on peut le comprendre. En tant que spécialiste du Second Empire, vous craignez que ce vol ne soit, je vous cite, irrémédiable, et vous dites même qu'il est bien plus grave que le vol de la Joconde. C'était en 1911. Oui, c'est une perte inestimable. Vous avez donné le coût des bijoux. Alors, je rappelle pour vos téléspectateurs, il y a quand même 8000 diamants qui ont disparu. Vous avez une cinquantaine de saphirs, vous avez une cinquantaine d'émeraudes, vous avez 200 perles. Mais ça n'est pas la valeur marchande qui compte ici, c'est la valeur historique. Le fait qu'ils aient été assemblés dans des diadèmes, dans des parures, et que cela a été porté, en fait, par nos souveraines, nos impératrices et nos souveraines. Alors, l'impératrice Marie-Louise, la deuxième épouse de l'empereur Napoléon, la reine Hortense, qui était la belle-fille et la fille adoptive de Napoléon, la reine Marie-Amélie, qui était l'épouse du roi Louis-Philippe, et puis l'impératrice Eugénie, notre dernière souveraine, l'épouse de Napoléon III. Donc on a tout le 19e siècle qui défile, mais même au-delà, puisque certaines des pièces, en fait, comme souvent à l'époque, étaient récupérées d'autres parures, et on peut remonter à Louis XIV. Vous avez par exemple dans les parures de l'impératrice Eugénie, des diamants qui avaient été offerts par Mazarin à Louis XIV quand il était enfant. Et puis vous avez également quelque chose qu'il portait sur son juste-au-corps, qui est un autre diamant, que la reine Marie-Antoinette, décapitée, avait fait monter en boucle d'oreille. Et que l'impératrice Eugénie, qui chérissait en fait Marie-Antoinette, avait récupéré pour justement l'une de ses parures. Donc vous voyez, c'est un pan de l'histoire de France. Alors je ne dirais pas que c'est l'histoire de France qu'on viole, on a parfois été trop loin, mais c'est quand même un pan de l'histoire de France qui disparaît. Ma crainte, si vous voulez, il y a plusieurs hypothèses dans ce vol. Ma crainte est que, en fait, les gens qui ont dérobé tout ça démontent, décèlent ces pierres, les retaillent et les vendent. Et c'est en cela que c'est une perte irréparable. Et vous disiez qu'au-delà de la valeur donc, de ces pierres précieuses que vous avez détaillées, c'est aussi l'assemblage qui était exceptionnel. Qui était exceptionnel. Alors on a retrouvé parmi les pièces qui ont été volées la couronne de l'impératrice Eugénie. Ils l'ont fait tomber en partant. Qui est quand même endommagée. Qui est très endommagée. Alors c'est d'ailleurs en l'extrayant. Je n'ai pas d'informations, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je sais, c'est que c'est ce que j'ai lu. Elle a été très très endommagée. Je pense qu'on arrivera quand même à la rétablir dans son état. Mais il faut savoir que c'est ce qu'on appelle une partie des régalias. Et en fait, c'est une couronne qu'elle n'a jamais portée. On s'entend bien parce que Napoléon III et Eugénie se voulaient des souverains extrêmement modernes et c'est une couronne qui ressemble à celle de leurs prédécesseurs, mais ils voulaient égaler l'Angleterre. On était sous le Second Empire à une époque où la France était la deuxième puissance mondiale. Elle allait organiser une grande exposition universelle à Paris, la deuxième de l'histoire en 1855, et ces régalias, la couronne de Napoléon III fondue par la Troisième République, et celle de l'impératrice Eugénie qu'on voit à l'écran, qui nous avait été conservée, en fait, était destinée à affirmer face aux joyaux de la couronne britannique que la France pouvait égaler cette puissance. Et d'aucuns voient justement dans ce vol dramatique une image de l'état actuel de notre pays, et vous venez de le rappeler, en tout cas ces bijoux étaient des signes de puissance, d'un véritable empire qui était à son rayonnement maximum.
Oui, alors la France, depuis, je ne veux pas tomber dans le déclinisme, mais a perdu des rangs. On rappellera que sous le général de Gaulle et sous Pompidou, nous étions la 4e ou 5e puissance mondiale et que ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est un symptôme, si vous voulez, ce qui vient de se produire. Un symptôme, je ne dis pas, je n'en fais pas non plus des tonnes, mais un symptôme quand même de l'État qui va mal, puisqu'on voit qu'on n'a pas réussi à sécuriser le musée du Louvre, qui est le plus grand, le plus célèbre et le plus beau musée du monde. Il y a eu des reportages du monde entier. J'ai été contacté par TV Globo au Brésil, des chaînes américaines, une chaîne en Bulgarie, une chaîne en Roumanie, parce qu'il y a une émotion mondiale. Comment les Français... Un peu comme ce qu'on avait connu pour Notre-Dame. Oui, moi je compare ça à cela et j'ai tendance même à dire que c'est plus grave. Alors Patrick Cohen, un éditorialiste bien connu de France Inter, a relativisé en disant que c'était moins grave. Moi j'ai tendance à dire que c'est plus grave parce que Notre-Dame, on a pu la reconstruire à l'identique. Eh bien les pertes là sont peut-être irréparables, on ne les retrouvera pas. Donc les failles de la sécurité, je ne juge pas, bien évidemment, je n'ai pas les compétences pour le faire, Laurence Descartes, simplement je constate qu'il y a eu des failles, tout le monde le constatera, de la sécurité. Il faut savoir que dans certains pays où il y a des joyaux comme ça, alors je pense à l'Angleterre... Comment on gère, par exemple au British Museum, ce genre de pièces? Eh bien les joyaux, mais c'est le cas au British Museum, mais c'est le cas également en Italie, c'est le cas au Portugal, il y a eu un reportage sur le Portugal récent, c'est dans des pièces aveugles. Et nous avons mis ça dans une galerie qui s'appelle la Galerie d'Apollon, qui est extrêmement prestigieuse, qui est très très belle, mais tous les Français l'ont constaté, il y a ces vitres absolument immenses qui ont pu être fracturées, une faille quand même des caméras de sécurité, ça interpelle. À minima, ça interpelle. Donc pour vous, c'était pas du tout un lieu adapté? Non, qui n'était pas adapté à une protection moderne et à ce qu'utilise aujourd'hui les malfrats pour s'attaquer à nos musées. Ça, c'est très, très clair. En tout cas, c'est pas le premier vol au musée du Louvre. On a évoqué donc la Joconde en 1908. Il y a eu beaucoup d'autres vols. Et d'ailleurs, dans le cadre de votre carte blanche, qui est une tradition dans Au cœur de l'info, vous avez choisi une image d'archive de l'épée du sacre de Charles X, autre objet donc, qui a fait l'objet d'un vol spectaculaire au Louvre. C'était en 1976 et il n'a jamais été retrouvé. Alors l'épée de Charles X, l'épée de son sacre, effectivement, n'a jamais été retrouvée. Alors très probablement, elle a été démontée, les pierreries ont été vendues à l'Ancan. Je disais, j'ai pu dire dans Le Monde que c'était pour moi un vol plus grave que celui de la Joconde. Je rappellerai que la Joconde a été retrouvée 2 ans plus tard. Et effectivement, un tableau comme la Joconde, ou bien comme le Corot... Qui est d'ailleurs devenu connu, paradoxalement. Alors, quand elle a été retrouvée. Oui, vous faisiez allusion au livre La Nouvelle Histoire de France que j'ai coordonné. Alors j'ai demandé à Dominique Poulot, qui est l'un de nos plus grands spécialistes des musées, de nous donner le chapitre sur les musées. Et il fait un focus sur la Joconde. Et dans ce focus, il rappelle que, bien évidemment, la Joconde était connue avant 1911, mais le fait qu'elle ait été dérobée, il y a eu une grande émotion. Et les Français se sont rendus au musée du Louvre pour observer l'emplacement où elle n'était plus. Et c'est quand elle a été retrouvée, elle est revenue triomphalement depuis l'Italie, puisque c'est un Italien qui l'avait dérobée pour la rendre à sa mère patrie en 1913, et bien là, elle est devenue mondialement célèbre et sa notoriété n'a cessé de croître par la suite. Je rappellerai quelque chose, donc le directeur du musée à l'époque, Théophile Aumôle, au départ ne voulait pas démissionner, il était en vacances dans les Vosges, au Ballon d'Alsace avec sa famille, il a été rappelé en urgence, il ne voulait pas démissionner et il a été démis par son ministre de tutelle à la suite de ce vol. Il faut marquer quand même le coup, me semble-t-il, devant l'émotion nationale. Ouais, là, Laurence Descartes a proposé sa démission, elle a été refusée. Ce qui l'honore, mais notre ministre de la Culture a refusé sa démission. Je rappellerai tout de même qu'elle a proposé sa démission, elle pouvait, en droit français, elle a été nommée par un décret, elle pouvait malgré tout outrepasser la décision de la ministre et confirmer sa démission. Symboliquement, ça aurait eu... Je pense que ça aurait été pour nos compatriotes un geste fort, parce que vous savez, en France, il y a un principe de responsabilité particulièrement affirmé sous la République, qui vaut à la fois pour nos hommes politiques, mais qui vaut également pour nos hauts fonctionnaires. Et dans le climat que nous vivons, alors je ne dis pas, attention, je ne fais pas du populisme, qu'il faut jeter comme ça en pâture et se servir de nos dirigeants comme de boucs émissaires, mais dans le climat dans lequel nous vivons, ça aurait été un geste fort qui aurait honoré, je pense, Laurence Descartes, que de maintenir sa démission. Alors la France a toujours donné une importance majeure à la culture. Le premier ministère de la Culture, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque le ministère des Beaux-Arts, date d'ailleurs de la fin du Second Empire, dont vous êtes le grand spécialiste. Laurence Descartes, lors de son audition mercredi au Sénat,
parle, je la cite, de sous-investissement chronique aujourd'hui dans la culture. On néglige aujourd'hui notre patrimoine, selon vous? Alors il y a deux choses, hein. J'ai eu un débat assez ce soir sur la 5 en début de semaine. C'est pas tellement les sommes qui sont dépensées. Et je pense que nos compatriotes, ils sont très attachés à leur patrimoine. Dans le livre que vous évoquiez tout à l'heure, je consacre toute la 4e partie avec mes auteurs à patrimoine et identité. C'est quelque chose vraiment qui nous appartient et qui est tout à fait fondamental. Alors attention, hein, je ne dis pas le contraire, mais simplement, dans le contexte actuel, on ne peut pas dépenser des centaines de millions supplémentaires, mais c'est un problème d'allocation des sommes. Quand le président Macron parle de faire un Louvre de la Renaissance, ce sont des centaines de millions d'euros qui vont être dépensés. Quand je vois que au Louvre, on dépense des centaines de milliers d'euros pour une nouvelle cuisine, peut-être peut-on... pour une nouvelle entrée aussi, ça c'est nécessaire. Une nouvelle entrée monumentale. Ce ne sont peut-être pas des priorités. Les priorités, alors, il y a quand même 9 millions de visiteurs. Le bâtiment est quand même conçu à la base pour 4 millions. Tout à fait. Mais sécuriser le Louvre... Mais la sécurité, oui, ça paraît quand même essentiel. Et puis, je ne suis pas uniquement passéiste. Bien évidemment, les collections doivent s'enrichir. Donc, on doit continuer à acheter pour notre culture et pour nos musées. Alors, le musée du Louvre, mais il y a des musées d'art moderne et contemporain. On doit continuer à acheter. Donc, ça, ce sont des priorités, véritablement. Alors, on va revenir aussi sur cet émoi incroyable suscité au sein de la population française. Pour beaucoup, ils n'avaient pas vu ces bijoux. Parfois même, ils ne connaissaient pas leur existence. Mais malgré tout, ils sont émus. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu cet émoi? Qu'est-ce que ça dit du rapport des Français à leur histoire? Eh bien justement, on est dans une période un peu de perte de repères, si vous voulez, donc on se rattache à son histoire. Moi, je le vois avec les séances de signature que je fais autour de mon livre. Alors, je suis désolé de faire un peu d'autopromotion, mais on va en parler d'ailleurs. Ça me semble très significatif. Il y a des gens, j'étais à Metz tout à l'heure, puisque vous l'avez rappelé, je suis professeur à l'Université de Lorraine. On était dans une librairie, il y a des gens qui sont venus me dire, voilà votre livre, je ne le lirai peut-être pas, il fait 1000 pages, mais je l'aurai dans ma bibliothèque et j'aurai l'impression grâce à lui que j'aurai un pan d'histoire chez moi. On se raccroche quand ça va mal, à l'histoire. Alors il y a dans notre histoire des pages très sombres, hein, et nous les évoquons dans le livre, mais il y a aussi des pages glorieuses. Et je crois que c'est cette perte que les Français ont ressentie très très vivement dimanche dernier à la Nouvelle dans les informations du viol du musée du Louvre, et donc des régalias de ces bijoux. Le Second Empire, on ne connaissait pas forcément ses régalias et ses bijoux, mais on connaît l'impératrice Eugénie, on connaît Napoléon III, on connaît bien évidemment Napoléon Ier et l'impératrice Marie-Louise. Et une histoire de France qui, selon vous, a besoin d'être réenchantée. C'est en tout cas l'objectif donc de cet ouvrage que vous avez dirigé et qui s'appelle Nouvelle Histoire de France, donc aux éditions La Martinière. Non, pas La Martinière, Passé composé. Passé composé, excusez-moi, je confonds avec un autre livre que je suis en train de lire. Nouvelle Histoire de France, donc, qui réunit les travaux, en tout cas, de 100 historiennes et historiens, et qui couvre, vous l'avez dit, tous les pans de l'histoire de France. Pourquoi cet objectif de réenchantement ? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, réenchantement, mais attention, je précise pour vos téléspectateurs, pas roman national. L'une des 3 raisons qui m'ont amené à publier avec mon éditeur, c'est un projet de 3 ans qui aboutit aujourd'hui ce livre. C'est parce que dans la société très crispée où nous sommes, il y a eu pendant longtemps une entreprise de déconstruction de l'histoire nationale qui est à l'œuvre depuis les années 60-70. Cette entreprise de déconstruction venait parce qu'on avait tendance à présenter une histoire de France avant à l'eau de rose, c'est ce qu'on appelle le roman national. Et dans la période anxiogène dans laquelle on vit, il se trouve que des tenants du roman national considèrent qu'on a été trop loin et ils veulent rétablir ce roman national identitaire, essentialiste. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique. J'ai pris peut-être les 100 plus grands spécialistes de l'histoire de France. J'ai eu très très peu. Vous revendiquez un ouvrage apartisan. Oui, c'est-à-dire qu'on veut surplomber tout ça, on veut surplomber le débat en proposant à nos compatriotes une vision apartisane de l'histoire de France et une vision qui soit englobante, encyclopédique. Dans le livre, on retrouvera un Gérard Noiriel, on retrouvera un Jean-Robert Pitt. Ils viennent d'horizons très très différents. Yannick Ripa qui nous a fait féminisme et histoire du genre. Et comme ça, on aura un panorama extrêmement complet. Donc ça, c'est la première raison. Je disais ouvrage encyclopédique, ça n'a jamais été fait en un volume. Il faut le savoir, ce que je propose avec mes auteurs, puisqu'on fait, et c'est le 3e point, un point très complet sur l'historiographie qui a énormément avancé au cours des dernières décennies, mais le pari, il est là. En mettant cette historiographie, c'est pas jargonnant, c'est pas universitaire,
à la portée du plus grand public. Le livre marche très très fort. Il a été commercialisé à partir du 1er octobre. On tutoie déjà les 10 000 ventes et le livre est déjà en partie épuisé. J'étais à la Fnac de Metz, il n'est plus là, et donc il est déjà en réimpression. Une histoire de France, en tout cas, qui est de moins en moins bien connue, en tout cas par les élèves de France. C'est ce qu'on constate année après année. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'éducation nationale? Alors je vais être modéré, je vais être pondéré. Bon, en plus, c'est un de mes meilleurs amis qui est doyen de l'inspection générale d'histoire et qui est l'auteur des programmes de lycée. Donc je ne veux pas me brouiller avec lui. Non, ça c'est la plaisanterie. Des efforts ont été faits, je dois dire, sous le premier quinquennat du président Macron, avec Jean-Michel Blanquer, pour essayer de trouver une voie médiane entre fondre l'histoire de France dans une histoire mondiale qui avait pu être une tendance, ou bien ne mettre que de l'histoire de France au détriment d'une ouverture sur le monde. Et je trouve qu'on a placé, je l'indique bien, le curseur au bon endroit. Mais le gros problème, c'est le manque de moyens dans les établissements scolaires et le fait qu'on réduise la quantité d'heures attribuées aux matières dites fondamentales. L'histoire, alors après peut-être le français, après les mathématiques, est l'une des matières fondamentales. Et au fil du temps, on a réduit le nombre d'heures d'histoire. Et donc nos collègues du secondaire, ils doivent enseigner la même chose, voire plus, avec un volume horaire qui est plus réduit. C'est donc très très compliqué pour eux, vous savez. Et dommageable aussi à terme à la cohésion, disons, bien sûr, nationale. pour les élèves. Et puis comme on manque d'enseignants, on a fait une grande réforme pour recruter les enseignants. Et les enseignants qui vont être recrutés seront peut-être plus généralistes, mais connaîtront moins l'histoire de France approfondie. Et ça aussi, ça me soucie. Merci beaucoup Éric Anseau d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Au cœur de l'info. Et je rappelle l'ouvrage que vous avez dirigé et qui vient de sortir, Nouvelle Histoire de France, aux éditions Passé Composé.